travaillé aujourd'hui à faire en sorte de faire l'exégèse de ce que font ces grandes dames dans le domaine du digital. Et c'est dommage qu'on ne voit pas les retours des slides. Parce que normalement, il y a des slides qui sont prévus. Mais comme on connaît bien notre texte, on va y arriver. Et donc, j'ai envie de commencer par Guillaume Ardillon, qui est là. Alors, s'il vous plaît, vous me faites un tonnerre d'applaudissements pour Guillaume Ardillon, quand même. Voilà. Alors, Guillaume, il a un petit job. Il est directeur du digital de Terrena. C'est-à-dire que quand on prend des agriculteurs et on leur dit vous allez vous digitaliser, je vais vous expliquer comment, c'est à lui qu'ils ont affaire. Donc j'ai envie de commencer par vous, Guillaume. Donc si j'ai bien compris, en fait, Terrena, c'est une grosse centrale d'achat pour phytosanitaire, en fait, c'est ça Un peu plus quand même, un peu plus. Terrena, c'est une coopérative agricole, donc c'est vrai qu'historiquement, on n'est pas très très loin de la centrale d'achat des phytosanitaires, puisque l'origine d'une coopérative agricole, c'est des agriculteurs qui se regroupent pour mettre en commun des moyens d'achat et de vente, parce qu'il y a aussi la vente, et pour affronter le marché. Terrena, c'est local, coopérative de toute façon, on a des aspects réglementaires qui font qu'on ne peut pas s'étendre comme on veut sur le territoire, et c'est le Grand Ouest de la France, puisqu'on va de Poitiers jusqu'à Caen à peu près, voilà, et de Vannes jusqu'au Mans. D'accord. Et ça innove là-dedans, parce que c'est quand même des paysans à la base, non ? Non, c'est pas que des paysans, ça innove beaucoup. Aujourd'hui, 98% des agriculteurs sont connectés avec un ordinateur et une ligne ADSL, ont des services qui leur sont rendus, et plus de la moitié d'entre eux possèdent un smartphone sur lequel ils ont installé au moins une application relatif à leur métier. C'est pas que Snapchat ou Facebook, c'est aussi des applications, des outils d'aide à la décision, des réseaux sociaux très liés au monde agricole. Donc non, c'est vraiment quelque chose de très innovant et c'est un secteur qui est en pointe puisque l'agritech, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, ça a représenté quasiment 7 milliards de dollars d'investissement en 2016 sur tous les fonds technologiques. D'accord. Et donc vous avez, si j'ai bien compris, déployé des outils justement pour ces agriculteurs qui finalement sont hyper connectés. On a déployé des outils pour ces agriculteurs qui sont plus qu'hyper connectés et qui sont hyper connectés avec les contraintes de notre territoire. Donc ils sont hyper connectés dans des zones blanches. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Et on a développé des outils depuis maintenant presque une dizaine d'années, basés sur les parcelles, la traçabilité des actions, avec un premier objectif qui était simple, c'était de faire en sorte que la démarche d'agriculture écologiquement intensive qu'on a mis en place depuis 2008, à laquelle on participe activement, se déploie. Et le digital est un des axes majeurs du déploiement de l'agriculture écologiquement intensive. C'est pas un slogan, ça, l'agriculture écologiquement intensive ? Non, c'est plus une philosophie et une vraie démarche. La baseline de l'agriculture écologiquement intensive, c'est produire plus et mieux avec moins. On n'a pas été chercher le titre très loin quand même pour la presse d'aujourd'hui. Et c'était bien l'objectif. Et le digital, ça correspond et ça apporte une très grosse valeur ajoutée puisque grâce à ça, on va être capable de mieux piloter des exploitations, on va être capable de mieux piloter les actions à la parcelle. On entend beaucoup parler de smart agri, d'agriculture de précision. Donc ça, ce sont des concepts qui sont parfaitement intégrés dans ce que l'on fait chez Terrena aujourd'hui et qui sont déployés. Alors, par petites touches, on reste une coopérative, on ne s'appelle pas Google, mais ça s'accélère. D'accord. Et concrètement, dans l'aide que vous faites aux agriculteurs, parce que vous dites que vous aidez les agriculteurs, moi je suis, cette fois-ci blague à part, originaire du milieu agricole, et je sais que le monde agricole a tendance à dépérir un peu en termes de revenus. Est-ce que c'est les choses auxquelles vous êtes sensibilisés dans votre transformation digitale ? Alors, tout l'objectif de ce que l'on fait sur le digital, c'est d'aller créer une nouvelle valeur pour les agriculteurs, alors que ce soit une valeur additionnelle ou une dépense en moins, afin de faire en sorte que ces derniers puissent survivre pour certains d'entre eux et vivre de leur travail et rester durablement ancrés sur le territoire, puisque une coopérative, on a aussi ce rôle-là sociétal de garantir les emplois locaux sur notre bassin d'emploi. Quand je disais tout à l'heure que Terrena, on était un acteur local très fort, la seule chose qu'on ne peut pas délocaliser aujourd'hui, ce sont les terres arables. Et Terrena, ça représente un bassin d'emploi d'un petit peu plus de 75 000 emplois directs ou indirects. D'accord. Et donc, si on parlait un peu des outils, parce qu'on a quand même une
je regarde, mais ouais, non, une grosse bande de geeks dans la salle. C'est des gens qui sont un peu sensibilisés à la techno. Ouais. C'est quoi les outils que vous leur mettez à disposition? Parce que je me dis, un agriculteur, c'est un travail physique, instinctif, passionnel, etc. Mais du coup, à ces gens-là, comment on s'adresse pour leur donner des outils qu'ils vont utiliser au quotidien? Déjà, est-ce que vous y arrivez à avoir des outils qu'ils utilisent au quotidien? On y arrive très 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 bien, puisque sur le premier outil qu'on a mis en place, qui est un outil qui permet de suivre et de valider ce que les agriculteurs ont vraiment réalisé en termes de diffusion d'intrants, de produits phytosanitaires sur les parcelles, et de le comptabiliser après, on a un petit peu plus de 2000 agriculteurs qui l'utilisent au quotidien, et pour lesquels ne plus avoir cet outil-là serait totalement... ce serait un véritable retour en arrière. Quand je dis qu'on a plus de 2000 agriculteurs qui l'utilisent, c'est que c'est une démarche qu'on a lancée en 2012-2013. On a géolocalisé et géocartographié un petit peu plus de 700 000 hectares de parcelles. Et on continue d'accroître cette surface au quotidien. Et on est capable d'amener un service agricole au mètre carré près. Avec une précision, un suivi et un réalisé. Et le premier service qu'on leur a apporté, c'est qu'une coopérative, on est aussi là pour les aider au quotidien, et le premier service qu'on leur a apporté, c'est de faciliter leur démarche administrative. Le monde agricole est un monde ultra réglementé, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, mais peut-être un petit peu plus encore sur le monde agricole, parce qu'on touche au vivant, et on touche au vivant des animaux, on touche au vivant des plantes, et puis on touche au vivant de vous et moi, en tant que consommateurs, au travers du produit final. Et donc les aspects de traçabilité et de suivi au niveau réglementaire de tout ce que l'on peut faire en termes d'action, ça a été le premier cas qu'on leur a déployé. On était capable de leur fournir de manière automatisée tous les documents administratifs nécessaires pour faire les déclarations relatives aux phytosanitaires, ce qu'on appelle la fameuse déclaration PAC, pour la politique agricole commune, que l'on a pu, comme ça, leur automatiser de manière assez simple. Et ça a vraiment été le boom et le premier cas qui a fait que les agriculteurs se sont connectés. Et aujourd'hui, le retour en arrière est impossible pour eux. Parce que moi, ce qui m'a fasciné quand on a préparé, parce qu'on a préparé un peu quand même, c'est qu'on dirait, et ça peut-être intéresser plein de gens ici, que vous avez trouvé la martingale dans votre domaine pour faire en sorte qu'un outil soit utilisé de façon social, c'est-à-dire de faire quasi un média social à l'échelle d'une entreprise pour les agriculteurs. Est-ce que c'est pas un peu ce que vous avez développé, c'est pas un peu le Snapchat parce qu'avant j'avais dit Facebook, mais Facebook, la moyenne d'âge c'est 42 ans, donc c'est déjà mon âge, c'est has-been. Et donc, est-ce que c'est pas vous n'avez pas réussi à trouver la martingale pour faire en sorte d'atteindre une masse critique d'utilisateurs permettant de faire un réseau social en fait? Alors, on a la masse critique de ces agriculteurs. Le réseau social, on n'y est pas encore. On y travaille au quotidien avec les équipes informatiques, les équipes commerciales pour justement aller chercher ce réseau social, ce Snapchat ou ce Facebook. Ils sont quand même un peu vieux, nos agriculteurs. La moyenne d'âge doit être à peu près la même que celle de Facebook. Par contre, ce sont des outils qu'ils utilisent au quotidien. Et on le voit sur Twitter très régulièrement. On a une photo d'un insecte, d'une maladie sur une plante ou autre, et c'est diffusé auprès d'un petit réseau d'agriculteurs. Donc là aussi, pouvoir aller chercher cette valeur, ces photos, ce lien en fait entre les différents acteurs et les différents agriculteurs, on y va. Donc voilà, donc je vous ai présenté comme un individu successful, vous avez une voiture de sport garée quai devant, on sait, enfin, etc. Maintenant, on peut parler de la vérité un peu aux gens. Vous avez dû galérer quand même pour des trucs, non ? On est encore, à la différence de ce qu'expliquait ma consoeur de parade ce matin, on reste une boîte d'ingénieurs. On aime bien que les choses soient faites à 100%, voire à 150%, peut-être même à 200%. Et si ça peut être à 250% parfait, avant de les sortir, c'est bien. On aime aller vraiment jusqu'au bout du bout des choses. On aime bien que tout soit parfait. Et notre service R&D, qui existe depuis de nombreuses années maintenant, quand même, aime bien pousser, et ils ont raison, jusqu'au bout. On touche au vivant. Donc au final, ce qu'on fait dans les champs, ça se retrouve dans les assiettes. Donc on n'a quand même pas trop le droit à l'erreur. On ne manipule pas juste de la donnée, puis si au final on plante une boîte, c'est peut-être pas très grave. Là, on peut jouer à la vie des personnes et ça peut faire un petit peu plus de dégâts. Donc notre service R&D, et ils sont très forts là-dedans, aiment bien pousser jusqu'au bout, et on aime bien avoir ça. On était très techno-push. Et là où j'ai le plus galéré, et où je galère encore plus, mais je suis bien aidé par un certain nombre de personnes, on commence de mettre cette valeur d'usage et d'aller chercher ces cas et cette valeur au plus proche de l'utilisateur
pour pouvoir la réinjecter après dans nos filières et dans tout notre écosystème. Alors chez SID, chez moi, on aime bien dire à nos clients qu'en fait, il n'y a pas deux chemins de digitalisation qui soient pareils. Et je sais bien que vous avez commencé il y a longtemps cette réflexion d'abord, et puis de mettre en œuvre des chemins de digitalisation. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans la transformation organisationnelle liée au digital par rapport à ce que vous avez monté, par rapport à la manière dont ça fait des petits en interne chez Terrena? Alors, comme je le disais, on a commencé par ce côté techno-push. C'était vraiment les équipes R&D qui apportaient les idées, qui développaient les services d'ailleurs, avec l'aide des équipes informatiques, et qui amenaient cette valeur. On a décidé il y a 1 an seulement de créer cette direction du digital et de diffuser de manière beaucoup plus transversale les actions qui étaient faites. Aujourd'hui, et Terrena, c'est comme toutes les sociétés, hein, c'est un groupe coopératif certes, mais ça reste un groupe, il y a un peu plus de 150 sociétés, un amont très fort qui justement apporte et pour lequel la R&D fonctionnait à plein régime, et puis des entités plutôt sur l'aval agroalimentaire qui avaient chacun leurs initiatives, ou pas, et on a donc créé mon poste en l'occurrence pour pouvoir uniformiser, mettre en cohérence l'ensemble de ces actions et de cette digitalisation, de cette transformation de l'orientation de l'entreprise. Comme toutes les entreprises pas matures sur le domaine, on a commencé par rattacher ça à la R&D, donc de créer un domaine au sein de la R&D dédié au digital, donc toujours très techno-push pour pouvoir apporter ces projets. Et on a eu l'intelligence quand même de la rattacher également au marketing, donc avec ce volet usage, et d'assurer cette transversalité. Et depuis peu, on l'a mis on a donné une nouvelle orientation à mon service, plutôt orientée sur la performance business, performance de l'entreprise, avec vraiment comme point d'orgue aujourd'hui le digital au service de la performance. Et donc la troisième patte qui arrive, c'est quoi vos relations avec la DSI? Vous savez, l'endroit où on faisait de l'informatique avant là? L'informatique, j'ai oublié, mais c'était il y a longtemps. Non, elles sont forcément complémentaires. On peut pas faire les choses tout seul. Et puis ils me surveillent, donc je sais que si de toute façon je dis pas du bien d'eux, j'en vois 2 dans la salle, fais gaffe. Il y en a un peu plus que ça, mais ils me casseront la figure à la fin de la journée. Mais non, elles sont bonnes, elles sont complémentaires. Quand je disais qu'on avait changé les orientations, je parlais et les organisations. On a changé les organisations au niveau central, mais au sein de la DSI, on a créé une Digital Factory qui permet de mettre en œuvre, de tester. Donc on est là aussi en train de changer l'image du POC que l'on pouvait avoir, ou l'image de l'ingénieur que l'on pouvait avoir en allant justement vers le POC, vers le test et l'apprentissage, et où on va pouvoir travailler de manière complémentaire et conjointe pour justement avancer et construire ce futur demain. Mais c'est pas que le travail du digital et c'est pas que le travail de l'informatique. Le digital, c'est aussi un état d'esprit. On travaille avec les équipes de la communication, avec les équipes RH, avec les équipes business pour là aussi challenger, comprendre, voir ce que peuvent faire. Le digital ne résout pas tout, ne résoudra pas tout demain. Et au final, c'est une des réponses ou une part de la réponse complète de ce que l'on peut apporter. Quand mon directeur général m'a demandé d'écrire la stratégie digitale de Terrena, je lui ai dit non. Puis j'ai attendu un petit peu, pas trop longtemps quand même, et, parce que sinon, voilà, mais au bout de 5 secondes après, je lui ai dit, mais non, ce qu'on va faire, c'est je vais aller challenger chacun des métiers pour écrire avec eux en quoi le digital va transformer leur métier. Ce qui n'est pas du tout la même chose que d'écrire une stratégie qui va faire en top-down et qui va descendre du central, mais quelque chose de beaucoup plus collaboratif, de beaucoup plus proche du métier. Et au final, dans un second temps, on remettra la cohérence qui va bien. Très bien. Autre environnement dans lequel les routes ne peuvent être que singulières, dans le champion français de la fabrication et de la distribution de timbres. Oui, exactement. De timbres numériques aussi. De timbres numériques notamment. Eh bien, écoute, avec notre vélo, nous avons rencontré souvent les agriculteurs, puisqu'on est présent sur tout le territoire français. Et c'est vrai que Terrena, moi, m'a toujours beaucoup intéressé au niveau de la région, parce qu'on a des chemins et des parallèles assez similaires. L'utilisateur, d'abord, effectivement, notamment l'exploitant qui est le maillon premier équipé en numérique. Nous avons commencé à la Poste par déployer d'abord une flotte, effectivement, de smartphones à destination des facteurs pour leur permettre de prendre à bras le corps effectivement cette transformation numérique. Cette transformation numérique qui va toujours de plus en plus vite, de toujours plus loin. Et Guillaume l'a dit, on est parti d'abord sur du R&D, ensuite on est parti sur du marketing, donc on a quelque chose qui est plutôt stabilisé avec un travail avec les DSI. Et à la Poste, c'est à peu près le même chemin, c'est très similaire.
On avait depuis très très longtemps une direction de l'innovation, avec l'IREP notamment, l'Institut de recherche et de veille économique prospective postale, à l'international, qui faisait beaucoup de choses, beaucoup de POC, beaucoup de réflexions, mais pas forcément corrélé avec le métier, avec le marketing. Et quand on dit que le numérique et le digital va toujours de plus en plus vite, toujours de plus en plus loin, c'est aussi le lier effectivement avec du time to market, un peu ce que réussit Terena effectivement avec sa feuille de route numérique, puisqu'ils ont rapproché le digital du marketing, sans oublier effectivement l'exploitant qui est au centre de leurs valeurs et de leurs produits et de leur production. Et alors chez vous, les difficultés justement deux questions. La première, c'est quelles sont les grandes avancées organisationnelles que vous avez dû mettre en place pour faire face à cette transformation, et même question, les résistances, parce que c'est dans un groupe historique avec des fonctionnements, je pense, bien ancrés, puis des valeurs associées à ça. Ça ne va pas être complètement simple. C'est vrai, tu as raison. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Louis XI. Je vais pouvoir en reparler là. Mais on est un groupe historique. On est un groupe qui traîne beaucoup d'histoire. Tu parlais du timbre, tu parlais de plein de choses. Aujourd'hui, il y a 280 000 postiers et simplement 52 000 facteurs. Donc on est en train de se révolutionner. Ça a été, quand je vous parlais de cette DIDES, de cette direction d'innovation, la création d'une branche numérique. Donc un peu similaire dans les transformations, c'est-à-dire qu'on part de choses qui sont plutôt, on va dire, R&D ou conceptuelles, de veille technique, technologique, de push, pour effectivement s'intéresser d'abord à l'utilisateur, le mettre au centre de nos recherches et de nos développements. Et la même intelligence que Guillaume, c'est-à-dire que la branche numérique est là en soutien des métiers, en accompagnement, en recherche, que ce soit sur des données, sur la data, que ce soit sur des services vraiment numériques, de type bouton connecté. Je ne vais pas faire l'éloge de la Poste et tous les produits de la Poste, sinon on va partir pour 1 heure. Mais c'est vraiment cet accompagnement-là. Alors la résistance, dans les premières années, ça commence à remonter, de cette création de la branche numérique, c'était 2012-2013, c'était effectivement chaque métier ou chaque DSI, puisqu'on a 3 grandes DSI, c'est de se dire, mais le numérique, je sais faire le digital. Le digital, c'est un peu le clin d'œil que vous faisiez tout à l'heure. Le digital, c'est de l'informatique. Eh bien, étant quand même d'une DSI, le digital, non. Ce n'est pas que de l'informatique, c'est vraiment réussir à trouver cet équilibre entre ce qu'on sait faire correctement, bien avec nos processus, CMMA, ITIL ou autre, et le rencontre avec le marché, mais surtout avec l'utilisateur. Et là, un positionnement effectivement avec un des experts ou un expert digital est important, surtout s'il est rattaché à une direction de marketing, puisque ça va être confronté effectivement directement au marché des solutions, si on n'oublie pas de mettre l'utilisateur effectivement ou l'exploitant au centre de la démarche et de la transformation. Merci. Et donc du coup, je voudrais revenir parce que on parlait de la spécificité qui est la liaison avec le marketing du digital. Je trouve que moi, j'en fais un petit peu dans ma boutique. Je me disais, est-ce que vous avez réussi à sortir des produits spécifiquement issus de cette rencontre avec les métiers traditionnels et le digital, voire même des marques ? Alors, sur l'amont agricole, oui, et c'était le cœur même de ce qu'on faisait. Tout notre conseil est fait maintenant, est tracé de manière digitale, numérique, et tout est rendu de manière simple, ergonomique. Enfin, c'est vraiment des ascenseurs qu'on bouge et ça fonctionne très, 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 très bien. On s'est posé la question de ce que c'était que le digital dans nos produits qu'on retrouve dans nos assiettes. Alors, digitaliser un steak haché, c'est pas forcément évident. Par contre, on a travaillé, et c'est vraiment le cœur, c'est ce qu'on va retrouver très prochainement dans les rayons de supermarché, au travers de la marque La Nouvelle Agriculture qu'on est en train de lancer. Ah, une nouvelle marque. Une nouvelle marque, oui, qui remet l'agriculteur et la filière agricole dans son ensemble, où on redonne cette valeur, on va dire ce sentiment de fierté à l'agriculteur de son produit, et où aujourd'hui les seuls qui prennent la parole sur les filières agroalimentaires, c'est pas forcément pour en dire du bien. On va se retrouver avec les associations activistes qui veulent défendre le bien-être animal, on va se retrouver avec des patrons de supermarchés qui vont dire que les agriculteurs, ils vivent déjà beaucoup, et demander quelques centimes de plus, c'est d'augmenter de 15% ou de 20% le prix à la caisse pour le produit. On va se retrouver avec des syndicats agricoles qui peuvent parfois eux aussi être très en avance et très vindicatifs sur certaines valeurs. Et ben aujourd'hui, nous on s'est dit comment pouvoir recréer de la valeur, partager cette nouvelle valeur entre les différents acteurs, mais avant de la partager, il faut d'abord aller la créer. Et ce qu'on s'est dit, c'est que le meilleur moyen de le faire, c'était de travailler en mode filière.
Et on a développé avec GS1, qui est un organisme international que certains d'entre vous connaissent probablement, sont ceux qui éditent le code barre. Et au-delà d'éditer le code barre et les normes qui vont avec, c'est surtout un organisme dont le principal enjeu est de mettre autour de la table des gens qui sont concurrents, mais qui ont des intérêts communs, et de définir avec eux des standards d'échange, parce que même si on est concurrents, on s'échange quand même des informations entre nous. On a développé une plateforme de traçabilité avec eux qui rejoint et qui regroupe l'ensemble de la filière, et on est capable aujourd'hui d'exposer, alors pour l'instant on pilote, hein, ça prend encore un petit peu de temps, parce que de la même manière que les chaussures connectées, pour l'instant on n'a pas fait 1 euro de chiffre d'affaires avec, mais ça va évoluer dans les prochains mois, en tout cas je l'espère, pour pouvoir redonner du sens et de la valeur sur l'ensemble de la filière, Alors, avec une vraie question sur les business models. Ouais, alors, comment s'appelle la marque déjà ? C'est la nouvelle agriculture, et c'est dès aujourd'hui dans vos rayons. D'accord. Et donc la nouvelle agriculture, la promesse, c'est des produits avec une traçabilité complète et une rémunération du coup différente de l'exploitant ? Avec une rémunération de l'exploitant valorisante, justement pour permettre ces actions de traçabilité, mais surtout avec une traçabilité totale. Alors aujourd'hui de l'exploitation, mais demain des actions qui seront faites dans les exploitations. On est en train de l'industrialiser. D'accord. Donc vous êtes au cœur de la valeur, au cœur du digital et au cœur de votre raison d'être en plus avec cette marque, quoi. Alors, on est une coopérative, donc on est là pour nos agriculteurs adhérents avant tout. D'accord. Merci. Et du coup, à la Poste, en termes de produits, parce qu'on avait parlé d'un produit phare qui s'appelait le timbre, j'imagine que ça doit pas mal phosphorer pour trouver ces fameux nouveaux business models liés au fait que cette grande dame se transforme. Oui, merci mademoiselle. Cette transformation, encore une fois, c'est pas pour citer tous les produits, ça phosphore effectivement, ça phosphore de manière transverse avec tous les métiers, tous les accompagnements, mais aussi avec une présence territoriale très forte qui nous permet effectivement, dans toutes les régions, de remonter des expérimentations, de regarder ce qu'on peut faire avec les ETI, avec les startups, et de trouver de nouvelles pistes et de nouvelles créations de valeur. Pour ne citer que celles qui peuvent dater un petit peu, mais qui sortent aujourd'hui, notamment pour le grand public, et ne parler que du numérique, typiquement, on a un positionnement sur le coffre-fort numérique depuis longtemps, et les entreprises en B2B nous connaissent bien là-dessus. Et au lancement de la campagne Simplifier la vie, la Poste a décidé effectivement de mettre vraiment le client au centre de sa démarche pour attirer l'attention du client, mais tirer aussi l'attention du client. C'est-à-dire vraiment dans nos organisations et le service à rendre et le service rendu de manière le plus optimale possible. Typiquement, pour ne parler que de données et éviter de parler de l'agritech, mais sortir un tout petit peu de ce domaine-là, l'objectif étant vraiment de continuer à mettre l'utilisateur au centre de nos démarches et de travailler la data pour avoir un parcours client unique. Un parcours client unique d'abord pour les particuliers, puis pour les pros. Et puis si je ne devais citer qu'un seul produit phare véritablement de cette digitalisation, ce serait Digipost Plus, puisqu'aujourd'hui avec Digipost Plus, vous pouvez mettre tout ce que vous avez en bulletin RH, en bulletin de paye, en compte bancaire, etc., sur un seul et même outil, le smartphone, quelle que soit la source, que ce soit ministériel ou que ce soit dans les entreprises. Donc c'est toute cette démarche-là où effectivement, on crée des produits, on travaille des produits, des nouveaux produits, avec une intermédiation qui est constante et un service rendu de proximité. Ça explique peut-être aussi les parallèles qu'on a avec Terrena, qui est très très proche du terrain, du territoire et de ses exploitants. Et en fait, en forme de conclusion, après avoir assisté à différentes conférences sur The Bridge et avoir vu différents spécialistes du digital, j'en suis venu à la conclusion que le digital, finalement, c'était un peu comme le foot. C'est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et dans le digital, c'est un sport qui se joue notamment avec de l'informatique et à la fin, c'est celui qui a les données clients qui gagne. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Vous avez 2 heures. Les cartables au bout de la salle. Mon cartable est là. Je vais d'abord répondre pour te laisser la conclusion finale, si tu veux. Alors, j'ai pas très bien compris parce que je suis pas foot. Entre l'Allemagne et puis les 11 joueurs. Si on n'est pas foot, on peut pas être digital. Avec le rugby et la Nouvelle-Zélande, ça passe pareil. Oui, ça doit passer pareil. Parce que 11 footballeurs sur un terrain, l'Allemagne gagne forcément s'il y a que des joueurs allemands. Mais on y reviendra. La donnée client, oui. Est-ce que c'est toujours lui qui gagne sur la production pure notamment alimentaire? Je laisserai Guillaume répondre, mais je ne suis pas sûr. La data et la data client, oui. Sachant que dans le positionnement notamment de la Poste, puisqu'on est multiple, qu'on a plusieurs métiers, qu'on le prend différemment peut-être d'une marque verticale avec une seule production, nos choix et nos positionnements, notamment avec le hub numérique,
c'est de dire qu'on est en intermédiation, donc on n'est pas forcément là pour gérer l'ensemble de la donnée client. Donc on a déjà des réflexions, nous, dans cette donnée client, qui veut que chacun ait sa place dans la valeur qu'il produit. Le puits de données, ce qu'on peut évoquer autour de notamment l'IA, de la data, du big data, fait qu'effectivement on s'est posé la question de savoir si on devait exploiter nos données. Oui, il faut d'abord qu'on les exploite. Est-ce qu'on a des données effectivement globales, complètes sur tout le territoire français, voire au-delà, puisqu'on est présent dans la plupart des pays d'Europe, du monde et pas que d'Europe. Oui, il faut qu'on les exploite. Après, est-ce qu'on a vocation à devenir hégémonique? Non, puisqu'on est La Poste et qu'on est déjà présent effectivement partout physiquement et dans le numérique. On est là effectivement en intermédiation pour aider effectivement la valorisation de nos données et de la donnée effectivement des entreprises partenaires, des entreprises concurrentes, puisqu'on peut avoir des co-concurrents, mais on y reviendra à une autre conférence. Merci. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui ait la donnée client qui soit gagnant. Je pense que c'est celui qui a le contact avec le client qui sera gagnant. Bien évidemment, parce qu'il a le contact avec le client, il aura de la data brute sur le client, mais c'est parce qu'il aura le contact avec le client qu'il aura la data brute. Et c'est pour ça qu'il sera gagnant. Et je pense, une deuxième chose, c'est que c'est pas que ça. C'est celui qui est aussi capable d'emmener ses collaborateurs, d'emmener l'ensemble de l'entreprise et d'emmener l'ensemble de son écosystème qui sera gagnant. Nous, on l'a vu, hein, la plateforme de traçabilité, quand on l'a faite avec quelqu'un dont c'était le métier de faire de la traçabilité. On ne l'a pas fait tout seul. Et aujourd'hui, dans le digital, tu l'as très bien dit, Tristan, ça avance très vite. Et les choses bougent. Et donc, on ne peut pas être seul à faire les choses tout seul dans notre coin. Ça marchait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que si on n'est pas capable d'innover, si on n'est pas capable de s'ouvrir, si on n'est pas capable d'embarquer tout le monde et d'être agile, on se plante et on se plante terriblement. Je pense que c'est plutôt celui qui a le contact et celui qui est capable d'embarquer ses clients qui sera gagnant. Et de bosser avec les bons prestataires, hein, c'est ça que tu veux dire, non? Pardon. Ça fait partie des bons écosystèmes. Merci, on arrive à la fin de notre temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, des questions qui arrivent sur le fil Evals. Oui, on a des questions qui sont arrivées sur le fil Evals. Et la première, ça serait vous aviez parlé de valeur que vous deviez évidemment faire émerger. Comment est-ce que vous allez la chercher sur le terrain, de manière très concrète? C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Ça permet de gagner du temps pour la réponse. La valeur, c'est une valeur d'usage. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas en face le bon usage et les bons outils, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les systèmes informatiques traditionnels tels qu'ils sont déployés, et on en a déployé beaucoup pour nos agriculteurs, on a au final très peu de fonctionnalités qui sont utilisées et les outils ne sont pas forcément faits pour être utilisés par ceux qui les utilisent réellement. Donc la première valeur qu'on va chercher, c'est la valeur d'usage, en remettant l'utilisateur au centre de nos réflexions, sans oublier le process, hein, parce que sinon on fait l'excès inverse, et sans oublier le métier. Merci. Vous avez donné l'exemple du service numérique qui était lié à toute la partie administrative. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de services agricoles vraiment dont le sous-jacent est le numérique? Bon, on en a plein. On a tout ce qui va être autour des outils d'aide à la décision, donc tout ce qui va permettre à un agriculteur d'amener un conseil, d'amener une dose d'intrant, par exemple, directement dans le champ. Et puis je vais aller plus loin parce qu'on fait la dose d'intrant. On identifie les parcelles puisque tout est géodatabasé, géolocalisé, cartographié par satellite avec une petite entreprise aussi du coin qui s'appelle Airbus, donc voilà, qui nous permet de remonter un certain nombre d'informations. Et on transmet toutes ces informations directement au tracteur. Et le tracteur est capable d'envoyer sur le plan de maïs ou le plan de blé qui va bien, la bonne dose d'intrant, quasiment en goutte à goutte près, et de pouvoir diffuser de manière plus facile, on va dire, toutes ces innovations, d'éviter de se tromper, de bien vérifier les dosages, de bien vérifier tout un tas de choses. Voilà. On a beaucoup d'usages. On fait de l'analyse de lait en temps réel sur les robots de traite. On fait, alors pour l'instant c'est très en pilote. On est capable de faire des matchs et des comparatifs entre du capteur et de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui gagne, en tout cas aujourd'hui pour l'instant. On est capable de ramener du conseil, d'avoir des visions intégrées de l'exploitation économique, technique, agronomique. On a vraiment pas mal de services. Il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Et les équipes marketing inventent tous les jours de nouveaux services.
On a une remarque qui fait écho à l'introduction sous forme de boutade de David du monde paysan. On a bien compris que c'était humoristique ou ironie. Les paysans, c'est les gens du pays, hein, c'est pas du coup. Donc la question, est-ce que le monde agricole est en retard sur le digital ou sur le numérique par rapport à d'autres secteurs d'activité? Je vais faire une réponse double. Le monde agricole, les agriculteurs, non. Les startups qui fournissent des technologies, on le voit bien avec le dynamisme qu'on a, non. L'écosystème autour de tout ça, non. Et les industriels et les coopératives qui fournissent un certain nombre de services, je vais parler que pour la France, hein, puisque les coopératives, c'est quelque chose qui est très spécifique à l'Europe, même s'il y en a dans d'autres pays du monde, rattrapent leur retard aujourd'hui. Donc on le comble. On fournit des outils, les agriculteurs s'appuient sur nous, mais de plus en plus ou de moins en moins, ils nous attendent. Très bien, merci.